Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour, bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. J'ai la chance aujourd'hui d'aller à la rencontre de Amina Zidani, une athlète de haut niveau dans la discipline sportive et la boxe. Bonjour Amina. Bonjour Sébastien. Alors je suis très très content de pouvoir te recevoir sur l'émission Parlons de votre mental. Et voilà, on va parler de toi, de ton parcours, de ta discipline sportive qui est la boxe, de ton actualité aussi. Yes. Voilà, il y a les JO 2024 en préparation. Voilà, il y a plein de choses. Beaucoup d'entraînement en ce moment, de préparation. Et puis voilà, on y va. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire un petit peu ton palmarès, comment t'es arrivé à la boxe aussi, ça peut être sympa. Ok. Alors, mon palmarès, je suis aujourd'hui 6 fois championne de France, médaillée de bronze au championnat du monde et en route pour les Jeux Olympiques. Donc, route pour le premier tournoi de qualification pour commencer. Et voilà, aujourd'hui, l'objectif principal, c'est vraiment la qualif à court terme et la médaille d'or l'année prochaine. Donc voilà, donc en fait, il y a les Jeux européens qui arrivent très vite là. Je sais pas les dates en tête, mais c'est très proche. Du 22 au 3 juillet. Ouais, c'est demain, quoi. Demain, exactement. Ok, super. T'as un sacré palmarès. Et du coup, comment tu t'es arrivé à la boxe? Alors, je suis arrivée à la boxe à l'âge de 18 ans parce que j'ai visionné des vidéos de Leila Ali, donc qui est la fille de Mohamed Ali. Et cette femme m'a donné envie d'essayer la boxe parce que ce qu'elle dégageait sur le ring, ça me plaisait vraiment et j'avais envie de lui ressembler, d'être cette femme charismatique, sûre d'elle. Et donc, c'est comme ça que j'ai essayé mon premier entraînement et j'ai tout de suite accroché. Ok. Tu t'entraînes dans quelle région? Alors aujourd'hui, je suis licenciée dans mon club formateur qui est la Don't Panic Team, région de Normandie au Havre. Mais je m'entraîne en région parisienne avec mon entraîneur Kassa Baradji à Drancy. Ok. Bon, déjà, on sait un petit peu pas mal de choses sur toi. On va attaquer, on va faire ton portrait chinois. Est-ce que tu es ok? Ok. Allez, super. Alors, Amina, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Je serais le bordeaux. Et pourquoi? Parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une couleur chaude. Si tu devais choisir un moment de la journée, lequel choisirais-tu? Je pense que ça serait la sieste de l'après-petit-déj, les jours de combat. Donc le jour de combat, on se réveille le matin donc à environ 6h30. On a la pesée qui dure 1 heure, donc de 7h à 8h, donc faut faire la queue parce qu'il y a plusieurs personnes. On est pesé, on passe ensuite la visite médicale. Donc une fois que tout est OK, on peut aller au petit-déj. Donc étant donné qu'on est au régime depuis quelques jours, donc le petit-déj c'est quelque chose de très très sacré. Et après, on a la sieste de l'après-petit-déj. Et je pense que c'est le moment le plus important de ma journée quand je suis en compétition. Et tu arrives à identifier pourquoi? Parce que j'avais faim, je mange, et derrière, je peux dormir vraiment comme un bébé. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce moment-là. Tu étais une qualité, laquelle choisirais-tu? La loyauté ou la justesse. C'est quoi ton principal trait de caractère? Je pense être quelqu'un de juste. De juste? Ok. Ouais. Si tu devais choisir un objet que tu pourrais emmener de partout, ça serait lequel? Mon téléphone. Ton téléphone? Ok. C'est vrai que c'est un objet du quotidien aujourd'hui qui est devenu indispensable. On l'amène de partout, effectivement. Exactement. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire et qui
que tu as régulièrement en tête, aussi bien dans ton quotidien, éventuellement même quand avant tes combats ou même pendant tes combats? Avant mes combats, non, franchement, j'ai pas forcément. Il y a rien qui me vient à l'esprit là tout de suite. En fait, j'ai des périodes où j'ai, par exemple, des musiques du moment ou des citations du moment. Mais honnêtement, là tout de suite, il y a rien qui me vient à l'esprit. Je manque d'imagination. Ok. Et On continue au fur et à mesure du podcast, je te dis. Et j'en ai hyper bien. pas de problème. On va parler un petit peu gourmandise, même si on a des périodes on va dire, de surveillance du poids. Si c'était une entrée, un plat et un dessert, tu choisirais quoi? Une entrée du foie gras avec confit d'oignon, sans hésiter. Un plat, oh là là, il y a tellement de choses. Je dirais une lasagne aux fruits de mer que j'ai mangée en janvier dernier quand j'étais en stage aux États-Unis. On allait dans un resto italien où j'ai mangé une lasagne aux fruits de mer. Je pense qu'elle va me marquer à vie, cette lasagne. Faudrait que j'y retourne pour la manger. Et en général, je suis plutôt entrée plat que plat dessert parce que les trois, c'est pas possible. Mais je dirais pour le troisième, je partirais soit sur une brioche perdue ou un fondant au chocolat. Ok, on sait tout. En tout cas, là, il t'a marqué le plat parce que finalement, ça fait quand même 6 mois maintenant. Hein, donc, les papilles s'en souviennent. Les papilles s'en souviennent. Est-ce que tu es plutôt lecture ou plutôt cinéphile? Mais très honnêtement, ça dépend aussi des périodes. J'ai des périodes où je vais beaucoup plus lire et d'autres où je vais regarder des films ou des séries, mais ça dépend. Mais très honnêtement, quand je suis en compétition, l'un ou l'autre, je suis pas trop fan parce que entre les entraînements, on est fatigué, donc je serais incapable de prendre un livre parce que à peine lis 2 lignes, je commence à somnoler, et pour les films ou les séries, c'est exactement pareil. Donc je reste un peu sur mon téléphone et puis je pose tout et je dors. Et du coup, si tu devais choisir un livre qui t'a marqué et aussi un film, ça serait lesquels? Alors un livre, c'était l'autobiographie de Ronda Rousey. C'était une combattante de MMA qui a été la première femme à être signée à l'UFC et qui a été la première championne de l'UFC par la même occasion. Et en fait, je suis pas quelqu'un qui lit énormément, mais quand je suis fan de quelque chose, j'ai lu son livre qui était vraiment énorme. En à peine 10 jours, j'étais envoûtée par ce livre. Je lisais toute la journée. J'ai compris les gens qui aimaient la lecture, comment ils arrivaient à passer leur journée à lire. Et c'est ce qui m'était arrivé. Donc, je parlerai de ce livre parce que c'est dans ce livre qu'elle parle de les moments difficiles qu'elle a vécus. Elle a vécu des moments très difficiles dans sa jeunesse. Son papa qui s'est suicidé quand elle était très jeune. Remonter la pente, ça a été compliqué, mais derrière, elle est devenue la femme qu'elle est aujourd'hui, une grande championne, quelqu'un de humble et quelqu'un qui a réussi, on peut dire ça comme ça aussi. Il y a un film qui te... Un film, je dirais, N'oublie jamais. C'est un film américain, c'est l'histoire d'un couple. Donc, ils se sont rencontrés quand ils étaient très, très jeunes. Ils se sont mariés et puis, avec l'âge, la femme a été atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc, elle ne se souvenait plus de rien. Du coup, son mari, il venait la voir à chaque fois et à chaque fois qu'il venait la voir, il lui racontait leur histoire qu'ils avaient notée dans un livre. Donc, il reprenait leur histoire comme s'il lui lisait un livre. Et donc, et à chaque fin de l'histoire, la femme se rappelait, en fait, elle avait la mémoire qui revenait. Et du coup, ils avaient pendant 20-30 minutes où ils se retrouvaient vraiment. Et puis, d'un coup, sa mémoire repartait et le mari retombait dans un calvaire parce que tout ce qu'il a vécu avec sa femme, c'est oublié pour elle. Ok. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Non. Non. Est-ce qu'il y a une personnalité que tu aimerais que j'invite pour découvrir son mental? Oui. Alors, ça serait qui? Ça serait Teddy Riner. Teddy Riner. Allez, on verra si on arrive à l'avoir. Il doit être pas mal occupé là. Bon, en tout cas, il nous a bien fait plaisir avec son 11e. Ça, c'était le titre de champion du monde. Ouais, c'est le 11e, oui. Voilà. Comme quoi, on n'est jamais fini. Exactement. Ok. Alors écoute, on va revenir un petit peu sur ton parcours maintenant. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours? Et il m'inspire de la détermination, de la discipline, de la résilience, le fait de ne jamais rien lâcher. Vraiment la persévérance, et c'est toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande satisfaction? C'est d'être tout simplement la femme que je suis aujourd'hui,
en dehors du fait que je sois une athlète ou une femme ou une fille ou une sœur, puis vraiment, c'est l'être humain que je suis devenue. Et Okay. Tout ça grâce à la boxe? Grâce à la boxe, grâce à mon vécu, grâce à beaucoup de choses. Comme j'avais un ami qui disait, même le boulanger de ton quartier il t'éduque. C'est pour ça que tout l'entourage est important. Donc le fait d'avoir rencontré quelqu'un qui vous a souri un jour où vous étiez pas au top, eh ben ça vous a éduqué. Professeur qui a été à l'écoute à un moment difficile, ça vous a éduqué. Et en fait, vous apprenez toutes ces choses-là et vous devenez tolérant, vous devenez souriant et c'est ça qui fait une personne. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce que ça fait écho à ton parcours? Oh, complètement. Complètement. L'impossible, c'est quelque chose d'abstrait, ça me parle pas. Et je suis le genre de personne où quand j'ai envie de faire quelque chose, honnêtement, je fonce, quoi. Tout simplement. Est-ce que tu as une anecdote éventuellement de quelque chose que t'aurait semblé vraiment pas possible, mais que tu as quand même réussi à faire malgré tout? Je pense que le meilleur reste à venir, mais je dirais juste le fait d'être athlète de haut niveau et du parcours sportif que j'ai aujourd'hui, pour beaucoup, c'était impossible, pas pour moi, mais j'avais beaucoup la réflexion, on me disait, Amina, t'as 18 ans, c'est pas possible à un moment donné, commencer un sport à 18 ans, être, entre guillemets, un peu en surpoids. Il y a des gens, ils ont commencé la boxe, ils avaient 4 ans, 5 ans, 6 ans, et peut-être ils n'y arrivent pas forcément. Mais toi, c'est pas en commençant à 18 ans que tu vas réussir à battre ces gens-là et à devenir la meilleure. Donc arrête de rêver. Tu faisais d'autres sports avant? Oui, j'ai déjà fait du basket quand j'étais plus jeune. J'ai fait du karaté en premier, du basket. Après, j'ai fait un peu de course, du vélo. J'ai toujours fait du sport. J'ai fait du foot parce que ça a toujours été mon sport de cœur. J'en ai jamais fait en club, mais j'en ai toujours fait en famille avec mes cousins, mes amis. Quand même arrivé à la boxe avec des acquis quand même. Quand je dis des acquis, tu avais fait du sport, tu avais travaillé ta motricité, tes habiletés. Oui, c'est ça. Je savais me pousser. Donc même si je ne connaissais pas le 100% de mes capacités, quand j'allais à l'entraînement, je me poussais au maximum. On va parler de mental et on va explorer un petit peu le tien. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de ton mental, de ta philosophie de vie par rapport à ce mot-là. Tu veux le définir, ce mot, le mot mental. Tu le définirais comment, toi? Ben, je dirais que le mental, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne palpe pas, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on doit travailler. C'est assez abstrait, c'est difficile. C'est pour ça que je pense que aujourd'hui, pour les sportifs, ça ne nous parle pas forcément au début. Et puis, on se rend compte que parfois, on peut avoir des performances ou au contraire des contre-performances qui sont dues à certaines choses qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'il faut être bien entouré avec des gens, c'est leur travail, quoi, de travailler le mental, de pousser dans le bon sens du terme. Tu devais définir une personne qui a un bon mental, tu la décrirais comment? Je pense que c'est une personne qui sait se relever dans toutes les situations, qui n'abandonne pas. En fait, c'est pas fini. Ça veut dire à chaque fois que je tombe, je sais que je vais me relever et je vais aller de l'avant. C'est une personne qui a pas peur de l'échec, qui se remet pas sans cesse en question. C'est quelqu'un qui a une certaine positive attitude. Toujours. Aujourd'hui, comment tu te prépares, toi, mentalement, pour préparer tes épreuves, voilà, c'est quoi tes outils favoris? Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour toi? Souvent, hein, j'aime le répéter, mais la préparation mentale, pour moi, pour un athlète, elle est unique parce que ça dépend vraiment de chaque athlète, Oui. des spécificités de son parcours, de son histoire. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui est unique pour lui. Du coup, toi, Oui, complètement. tu utilises quoi, toi? Moi, je dirais la première chose pour que je sois dans de bonnes conditions, déjà, faut qu'à l'entraînement, faut que ça soit efficace, faut que je sois performante lors de mes entraînements. Et ensuite, moi, aujourd'hui, je suis suivie en préparation mentale par monsieur Aurélien Duhart, qui était un grand champion de boxe pied-point à l'époque. Et aujourd'hui, il sait très bien comment me parler. Et donc, c'est plusieurs séances qu'on met en place au fur et à mesure de l'année. Parfois, ça peut être une fois tous les 15 jours. Parfois, ça peut être 2 dans la semaine. Ça dépend vraiment de mon état d'esprit dans lequel je suis et combien de temps on est des compétitions. Oui, ça s'adapte beaucoup à tes besoins. Oui, exactement. Tu as un outil préférentiel que tu utilises en dehors des séances? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu utilises plus particulièrement? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que qu'est-ce que tu utilises en fait pour toi en fait? Qu'est-ce qui te fait du bien? C'est la respiration. Je fais beaucoup de respiration ventrale avant mes compétitions. Ça fait très très bien redescendre le rythme cardiaque et ça dissipe le stress. Et après, franchement, j'ai pas forcément de rituel. On va dire
J'en ai certainement, par exemple, je commence toujours à mettre mes bandes de la main droite, des choses comme ça, mais si j'ai oublié, j'ai commencé par la main gauche, je vais pas le retirer parce que je me dis, si je fais ça, je vais perdre. Pas du tout superstitieuse, donc voilà. Quand le travail il a été fait en amont, c'est pas parce que j'ai pas mis le bon slip que je vais perdre. Le bon slip, le bon gant. Excellent. Ah, ça me fait rire. Ouais, moi je viens du tennis, il y a quand même beaucoup de joueurs superstitieux. Ouais. Bah, dans le sport en général, il y en a vraiment pas mal. Quelques-uns, effectivement. Ok, on va parler de la confiance. Comment tu as bâti ta confiance? Est-ce qu'elle s'est construite avec le temps et l'expérience ou tu as déjà eu dès le départ? Souvent, en fait, j'ai beaucoup d'athlètes qui me disent que leur environnement familial était très positif et très encourageant. Et du coup, ils sont déjà partis avec un capital de confiance très élevé. Et d'autres qui nous ont dit que c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'est grâce aux expériences, aux réussites qu'ils avaient construit leur confiance. Toi, tu es dans quel cas? Alors moi, j'étais dans le cas où, avant même d'arriver à la boxe, j'étais quelqu'un qui avait confiance. J'avais confiance en moi. Et puis, en fait, quand j'ai commencé la boxe, j'avais encore confiance en moi. J'étais vraiment très, très bien quand j'étais au sein de mon club. Et puis, j'ai eu une période assez difficile quand j'ai intégré l'équipe de France. Quand on arrive en équipe de France, on passe du champion de son club, de sa région, où j'étais même championne de France, à l'équipe de France, où là, il y a des filles qui sont titrées, il y a des filles qui ont vraiment des palmarès, et où l'entraîneur, il nous accorde pas la même importance, on va dire. Et j'ai subi un petit peu ça, et ça m'a vraiment fait beaucoup perdre confiance en moi. Même sur mes compétitions, mes entraîneurs, quand ils me voyaient, ils me reconnaissaient plus. Ça a été difficile. J'ai passé des années difficiles où j'ai perdu confiance en moi et j'ai dû refaire un gros travail sur ça. Ok, c'est là où du coup on va dire l'utilité des compétences d'un préparateur mental sont importantes aussi pour travailler là-dessus. Et puis voilà, tout l'environnement, quoi. L'environnement positif que peut avoir un athlète, quoi. Puisque au final, c'est tout un team qui travaille autour d'un athlète. Faut pas l'oublier. Ouais, bien sûr. Et quand il n'y a pas cette relation avec son staff, il n'y a pas cette complicité, c'est très difficile de faire quelque chose. Comment tu te situes par rapport au droit à l'erreur, sachant que tu es dans une discipline sportive où finalement, quand on est sur le ring, le droit à l'erreur, il peut faire mal, quoi, on va dire. Il peut être même du coup, c'est ça, nous, le droit à l'erreur, il peut faire très très mal parce que, par exemple, si je prends l'exemple du foot au championnat, en Coupe du Monde, on a les phases de poule, donc on rate le premier match, on peut se rattraper. Nous, on arrive, par exemple, sur un tournoi de qualification, je dois arriver en demi-finale pour me qualifier, je rentre en huitième, il y a quelque chose qui se passe mal, je perds. Là, c'est entre guillemets dramatique parce que ça fait des mois que je prépare cette compète et de perdre, on va dire, ça me ralentit un petit peu dans la quête de l'or olympique. Mais je dirais que je suis plutôt quelqu'un de très difficile envers moi-même. Je suis assez dure, mais j'apprends au fur et à mesure avec mon préparateur mental. On apprend vraiment, on va dire, à adoucir les angles pour être plus compréhensive avec moi-même, pour être plus reconnaissante envers moi-même aussi. Ok. Ouais, t'as un haut niveau d'exigence. Oui. On va parler du regard des autres. Comment tu te situes par rapport au regard des autres? Parce que finalement, aujourd'hui, quand on est athlète, on est quand même beaucoup observé, notamment par la presse, soit qui nous adule, soit qui nous adule pas du tout. Soit qui nous enterre. Il y a pas d'entre-deux, quoi. C'est en bas. Et puis après, il y a tout l'environnement. Et puis, quand on est enfin voilà, je veux dire, c'est un show, la boxe. Ouais. Un peu par rapport au regard des autres, est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler dessus ou c'est quelque chose que tu fais avec? Non, c'est quelque chose qui était assez naturel chez moi. Dès mes débuts en boxe, sur mes premiers combats, on me disait oh, tu dois être stressé, tu boxes chez toi. Alors pas du tout, bien au contraire. Moi, quand je suis chez moi, j'ai l'impression d'être imbattable tellement je me sens poussée par la foule, par ma famille, par mes amis qui sont là. Donc très honnêtement, c'est pas quelque chose qui me dérange d'être observée ou d'être critiquée. C'est des choses qui me passent au-dessus de la tête complètement. Donc je reçois tout l'amour et tout le soutien et le reste, ça m'atteint pas du tout. C'est une bonne chose, parce que c'est pas toujours le cas de certaines, pas facile parfois de mettre à distance le regard des autres ou des critiques ou autre chose. C'est jamais simple, mais en tout cas tant mieux. Est-ce que tu as des techniques pour toujours rester positive?
J'ai appris à en avoir. J'ai appris à en avoir il y a pas si longtemps que ça. Alors, moi, je suis quelqu'un, quand je me réveille le matin, je suis un peu de mauvaise humeur. Faut pas trop me parler tout de suite. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était de la perte de temps de gaspiller 30 minutes ou 1 heure à être de mauvaise humeur, à vouloir parler avec personne parce qu'on vient de se réveiller. Et en fait, j'ai fait un gros travail sur ça, de me dire, maintenant, je vais me réveiller, je vais me forcer. Quitte à jouer un rôle, je vais me forcer à être de bonne humeur. Et en fait, en le faisant, je me suis aperçue, parce que dans la journée, je suis quelqu'un à qui je suis de bonne humeur, je rigole tout le temps. Et du coup, je me suis forcée à le faire. Et en fait, je me rends compte, j'ai l'impression que c'est un style de vie d'être de bonne humeur. C'est-à-dire, maintenant, je me lève le matin quand on est en stage. Avant, tout le monde savait qu'il fallait pas me parler la première demi-heure. Et là, mais dès le début, je rigole. C'est moi qui commence à taquiner. Et en fait, ça m'a fait gagner de l'énergie, ça m'a fait gagner du temps. Et je commence très, très bien ma journée. Ouais, du coup, tu t'es créé une autre habitude, en fait, tout simplement. Exactement, tout simplement. Ouais. Oui, on peut toujours travailler sur ses attitudes et sur ses comportements. Il suffit juste d'en être persuadé, je crois. C'est ça, exactement. On a fait une compétition en février dernier et on avait fait un stage et ensuite on a enchaîné avec un tournoi, c'était en Bulgarie. Et ce stage, je voulais pas vraiment y aller parce qu'avec l'entraîneur, on travaillait sur quelque chose de bien précis. Et donc, ça m'embêtait d'aller sur le stage, ça me coupait mon travail avec mon coach. Et donc, quand je suis allée à ce stage, j'étais vraiment de très, très mauvaise humeur. Et ensuite, on a fait la compétition. Donc, je boxe contre une fille qui est classée mondialement. Je fais un combat très, très serré. Et en fait, ça me fait prendre conscience à la fin de mon combat de me dire, mais là, j'ai perdu 10 jours à faire la gueule au lieu de vraiment de vivre l'instant présent, de travailler dans la positivité. Et peut-être c'est ça qui m'a manqué pour remporter mon combat. Et du coup, depuis ce jour-là, c'était en février, je me suis dit, c'est terminé la mauvaise humeur. Donc derrière, une semaine après, on est parti sur les championnats du monde. On a passé très exactement 27 jours en Inde. Ça, c'est quelque chose qui aurait pu me foutre dans une dépression totale parce que j'étais loin de ma famille. Et du coup, à ce moment précis, avant de partir en Inde, je me suis dit, ça va être un super moment. Je vais être de bonne humeur et ça va très bien se passer. Et c'était la meilleure compétition de ma vie. Bon, bah, génial, génial. En plus, ouais, Hélène, c'est pas à côté et puis il y a plein de choses. Ça, on est loin de la famille, donc ça aurait pu être un moment très, très difficile. Oui, et puis il y a c'est un peu comme en Égypte, il y a des habitudes alimentaires aussi à avoir, pour l'eau, pour plein de... Fais attention à ce que tu dis, je pars en Égypte cet été. Non, mais c'est vrai, il faut faire attention, faut prendre des... Oui, bien sûr, on peut pas boire de l'eau. La nourriture, faut faire attention, oui, c'est sûr. Ouais, j'ai pas mal voyagé quand j'étais coach de tennis, donc on en a fait des erreurs, hein, du coup. Donc voilà, quand on part aussi loin, il faut faire, on va dire, une performance. Des fois, il faut faire gaffe à ce qu'on mange et ce qu'on boit dans les pays, parce que du coup, des fois, ça peut être terrible. Ça peut être terrible. J'en garde des bons souvenirs quand même. Ok, on va parler de ta motivation. C'est quoi tes tips à toi pour rester toujours motivé, même si tu te lèves de mauvaise humeur? Je me levais de mauvaise humeur. Pour garder la motivation, très honnêtement, c'est l'objectif. C'est quand on gagne, c'est ça qui fait qu'on est encore plus motivé, ou parfois même quand on perd, ça nous ouvre les yeux sur certains défauts qu'on avait et qu'on se dit il faut tout de suite réparer, il faut corriger. Et donc je suis encore plus motivée à aller m'entraîner. Mais c'est vrai que tous les jours être motivé, si je te disais que j'étais motivée tous les jours, ça serait faux. On va dire la vérité, à un moment donné, il y a des jours où j'ai pas envie d'aller m'entraîner, mais j'y vais quand même parce que je me suis fixé un objectif et que c'est comme ça qu'il faut l'atteindre. Ok. Donc du coup, en fait, ce qui va venir nourrir ta motivation, c'est ton objectif, mais je suppose aussi, du coup, le plaisir d'aller t'entraîner pour l'objectif et certainement d'avoir aussi en tête les progrès que tu effectues pour aller vers cet objectif aussi. Exactement, complètement. Le plaisir d'entraînement, c'est quelque chose qui est important, mais c'est vrai qu'il y a des périodes, il y a des moments où on n'a plus plaisir. C'est dur d'aller à l'entraînement, on n'a pas envie, mais c'est vraiment de rester focalisé sur les bons moments qu'on a passés, sur la progression qu'on a eue et qu'on va encore avoir, et du coup, ça dure jamais très longtemps, ces moments de... Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que quand on est athlète, alors moi j'étais entraîneur, donc du coup, mais c'est vrai que souvent le souci de l'entraîneur, du coach, c'est aussi de proposer à un moment donné
des entraînements qui restent dans le dur, mais qui restent avec une petite partie de ludique pour challenger un peu. Parce que c'est vrai qu'on répète souvent les mêmes choses au final. Donc, on va dire que l'entraînement peut être routinier, mais c'est pour automatiser des choses C'est ça. Et des choses qu'on n'a pas le choix de faire. Exactement. On va parler de ta gestion des émotions. Du coup, est-ce que tu as déjà connu la pression, le stress à des moments? Et si la réponse est oui, comment tu les gères et qu'est-ce que tu fais pour t'en servir pour être performante? Alors oui, le stress, c'est quelque chose qu'on côtoie tous les jours en tant que sportif de haut niveau. Et quand on est en compétition, encore plus, surtout sur des compétitions majeures. Ça m'est déjà arrivé de passer à côté de combats parce que j'étais trop stressée et en fait, j'ai pas boxé parce que j'étais bouffée par le stress. Mais c'est des choses qui sont arrivées très rarement et que j'ai plus envie que ça se reproduise. Aujourd'hui, avec le préparateur mental, on met vraiment des choses en place pour que ça n'arrive plus et pour transformer ce stress en quelque chose de bon, de bien. Donc, très souvent, avant mes compétitions, le jour de mon combat, j'ai 20 à 30 minutes avec mon préparateur mental avant de commencer à m'échauffer. Donc, je mets mon casque, on échange, on fait un peu de visualisation. Et là, je me lève, j'ai la banane et l'entraîneur, il sait que, que je vais tout casser aujourd'hui. Ouais, tu parles de visualisation. C'est Djokovic dans son discours là de remise des prix là, Roland, qui explique qu'à chaque jour, il visualise toute sa réussite sportive. En fait, il la voit et il dit que ça transpire dans chaque cellule de son corps. Oui. Mais c'est important. C'est important de se créer on va dire son film de visualisation de positivité. Souvent, ça permet aussi de mettre en place des moyens pour y arriver, de se voir le réaliser. 100% d'accord. Ok, alors, parler de concentration. Alors, c'est vrai que quand on est dans le ring, de toute manière, on n'a pas d'autre choix que d'être focus, je pense, parce que autrement, ça peut être compliqué. Ouais. Mais malgré tout ça, je vais quand même te poser des questions. Comment tu fais pour optimiser ta concentration en combat, en fait? Qu'est-ce qui déclenche cet hyper focus? La concentration, c'est quelque chose de très difficile à maintenir sur 3 fois 3 minutes, étant donné que nous, on boxe 3 rounds de 3 minutes avec 1 minute de repos entre. Et 3 minutes, ça peut paraître très très long de rester concentré et focus, par exemple, sur une tactique. Et ça m'arrive parfois, pendant mon combat, de me déconnecter. Donc, mon corps est là, je bouge naturellement parce que c'est des choses automatiques qu'on a déjà travaillées, mais je suis pas concentrée et ça se voit à l'extérieur. Donc, je me fais engueuler souvent par le coach quand ça arrive. Donc, pareil, on a mis en place des choses avec Aurélien Duhart, mon préparateur mental, sur le fait de dès qu'on sent qu'on sort du combat, qu'on n'est plus là, et ben, me dire des mots, des phrases, taper du pied sur le ring un petit peu pour me dire, puis là, c'est ici qu'il faut être concentré. Taper du pied. Ouais, ça peut arriver. Il y en a plein d'autres, mais ici, c'est, on va dire, le plus rapide. On va parler de détermination. Il y a une phrase que j'entends souvent ou que je lis très régulièrement où, en fait, la phrase est la suivante: pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu te situes par rapport à ça? On pourrait même la dire dans l'autre sens, je dirais, il ne faut rien lâcher pour avoir une force mentale. Ça, c'est la phrase. Ouais, tu peux la tourner dans les... Ouais, je dirais que l'un va avec l'autre. C'est une réalité à un moment donné. C'est que si j'avais abandonné au moment où l'entraîneur de l'équipe de France, l'ancien, ne croyait pas en moi, ben j'aurais jamais atteint le niveau que j'ai aujourd'hui et j'aurais jamais développé mon potentiel. Donc oui, je dirais qu'il faut continuer de travailler, faut pousser pour développer son mental. En fait, c'est dans le dur que ça se développe. J'ai fait un peu le tour de toutes les questions que j'avais envie de te poser. Donc je te remercie pour ton temps. C'est quoi les prochains objectifs là? C'est quoi tes prochaines échéances qui arrivent? Donc je sais que il y a des Jeux européens, tout ça. Oui, c'est ça. Derrière, c'est les JO directs en fait, c'est ça? Non? Alors les JO, c'est en juillet prochain. Et donc avant ça, on aura pas mal de compétitions encore de préparation. On a normalement un championnat d'Europe mars prochain. Mais voilà, on n'a pas de date fixe. Et très honnêtement, là, je vois rien d'autre que les Jeux européens. Ouais, step by step. Voilà, step by step. Exactement. Ok. Alors écoute, Amina, merci beaucoup. En tout cas, merci à toi. C'est très chouette de pouvoir échanger avec toi, parler un petit peu de toi, de ton parcours, de la dimension du mental qui est très importante
dans le domaine du sport, avec tous les autres paramètres de la performance, bien évidemment, hein, la technique, la stratégie, la préparation physique, hein. Et puis sans oublier tout l'environnement qui se constitue autour de la tête pour le mettre dans les meilleures conditions possibles de performance Complètement. et de bien-être. J'ai pour coutume de laisser le mot de la fin à mon invité pour pour sensibiliser ou parler de quelque chose qui te tient à cœur ou faire réfléchir les gens qui écouteront ce podcast. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager avec nous qui te tient particulièrement à cœur dans le moment présent? Très honnêtement, le mot qui me vient à l'esprit, c'est la tolérance. C'est le fait d'être tolérant avec les gens, d'aider son prochain, d'être tout simplement sympathique, souriant, et ça peut en aider beaucoup. C'est tout, hein. Être gentil, être quelqu'un de bien. Tu dis c'est tout, mais c'est beaucoup, oui, mais ouais. C'est clair, la gentillesse aujourd'hui et puis l'entraide, c'est quelque chose d'important. Mais je trouve que les valeurs du sport sont importantes pour ça, puisque c'est quelque part le sport aide à véhiculer ce genre de choses-là aussi, quoi. Oui, complètement. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de préparation et puis. Merci. Salut, à bientôt. Au revoir. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en t'aidant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.